En 1981, Noël Marshall présente au monde ce qu'il appellera son chef-d'œuvre. Il rêve d'un succès à la Disney et d'une grande aventure familiale qui est capable de sensibiliser la planète entière à la cause animale. Et ça, c'est cool. Sauf que le souci, c'est que le mec, il a littéralement jeté sa femme et ses gosses dans un mixeur d'une centaine de prédateurs et il s'attendait à ce que Mickey vienne lui serrer la pince. 70 accidents graves. Des lacérations, des scalps, des os broyés en direct. Sur ce plateau, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le masque est tombé. Et le film prend toute son intensité dès lors qu'on a découvert ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Parce que sincèrement, et j'ai vu un paquet de films d'horreur, pourtant j'ai jamais été aussi stressé et angoissé devant un film. Tout va commencer par une pathologie qui est très spécifique à Hollywood, le sentiment d'invincibilité. Au début des années 70, Noël Marshall est au sommet de la chaîne alimentaire. C'est pas qu'un simple producteur, il est l'agent qui a rendu possible l'Exorciste. Et je pense que c'est inutile de présenter l'Exorciste aujourd'hui. À ce stade, Marshall ne pense pas que c'est un génie, il pense qu'il est carrément au-dessus des lois du marché et surtout des lois de la nature. En même temps, après avoir vu une gamine de 12 ans pivoter la tête à 360 degrés en vomissant sa soupe de pois vert, il a dû se dire que c'est bon, j'ai maîtrisé le diable, qu'est-ce qu'un gros chat de 250 ou 300 kilos pourrait bien me faire maintenant ? Avec sa femme Tippi Hedren, oui, je vous ai déjà dit dans plusieurs épisodes que j'ai un accent anglais de merde. C'est l'icône de Hitchcock dans Les Oiseaux. Ils vont partir tous les deux en safari au Mozambique, à Gorongosa précisément, où ils tombent sur une vision qui va sceller à tous les deux leur destin. Une maison de garde-chasse abandonnée qui est envahie par une trentaine de lions. Et ça semble être une image surréaliste. Des lions dorment sur les canapés en velours, des lionnes qui s'étirent dans les baignoires en fonte. C'est la sauvagerie qui s'installe dans un confort domestique. Je pense que toi et moi, on y verrait un avertissement. Mais Marshall, lui, il voit un concept de film. En quelque sorte, il veut prouver que la férocité, c'est qu'une question d'éducation. Ouais, encore une fois, je pense que c'est hyper vaniteux de vouloir hacker l'évolution parce qu'il veut transformer un super prédateur dont le cerveau est câblé depuis des millénaires pour la mise à mort en un accessoire de salon. Avant le ranch que vous allez découvrir dans le film, il y avait la banlieue. On est sur une petite ambiance à la Desperate Housewives avec des pelouses tondues au millimètre, des piscines turquoises, et pourtant, c'est ici que Marshall décide d'installer Neil, un lion mâle adulte. Neil ne vit pas dans une cage, il vit directement avec eux. Il traîne dans la cuisine pendant le petit déjeuner, il dort même dans le lit de la jeune Mélanie Griffith. Et je sais pas si on arrive à imaginer cette scène, parce que si t'es le voisin de ce gars, tu sors tes poubelles, tu vois un prédateur capable de plier un gnou en deux qui fait trempette avec la petite Mélanie, bon, en France ça nous paraît inconcevable, mais aux États-Unis à ce moment-là, c'était un véritable gruyère législatif. Le problème de cette période, c'est qu'il se passe rien. Pas de morsure, pas d'attaque, et c'est sûrement la pire chose qui pouvait arriver. Parce que ce calme apparent confirme une chose à Marshall. Ça confirme qu'il avait raison. Parce que même si Neil ne lui obéit pas, il le tolère. Et un animal sauvage, ça prévient pas quand sa tolérance expire. Les voisins commencent à s'inquiéter quand même, et ça fait un sacré bordel, donc Marshall finit par comprendre que la banlieue, c'est sûrement pas le meilleur endroit pour mener son expérience. Il lui faut un milieu hors du monde, un sanctuaire pour sa folie, il lui faut un véritable royaume. C'est comme ça qu'il achète cette parcelle de terre de 40 hectares en Californie. À seulement 80 km de Los Angeles, les conditions sont complètement différentes. C'est la distance parfaite. On est assez loin pour que les voisins n'entendent pas les rugissements, et ils baptisent l'endroit Shambhala. C'est assez ironique, non? Parce que le mec, il a appelé ça Shambhala, alors qu'il a plus de chances de se faire défoncer la gueule par des félins que de trouver une illumination spirituelle. Ah oui, faut qu'on parle une seconde des chiffres, même si on y reviendra après, parce que c'est un véritable délire. Le budget initial était estimé à 2 millions de dollars. Le budget final des films, 17 millions. Pour te donner un ordre d'idée, Alien et Star Wars ont coûté 11 millions. Ok. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas un studio derrière lui. Il n'y a même pas d'assurance parce que personne n'est assez fou pour signer ça. Il n'y a aucun filet de sécurité. Du coup, Marshall, il finance tout. Il hypothèque sa maison, c'est bien l'avenir de ses gosses, du coup. Et à ce stade, je pense que ce tournage est devenu une partie de poker. Marshall se dit que plus il perd de l'argent, plus il doit continuer pour espérer se refaire un jour. Parce que là, t'as compris que c'est là qu'ils vont tourner tout le film. Et tu te doutes bien que pour transformer ce bout de désert californien en scène d'Afrique, il défonce le sol à la pelleteuse, il crée des lacs artificiels, il importe des arbres par centaines, parce que Marshall veut que tout ait l'air naturel. Et dans cet excès de crédibilité ou de naturel, Marshall il fait un choix qui va sceller le destin du tournage. Parce
qu'il refuse tous les félins qui proviennent des cirques, qu'il juge brisés et probablement trop domestiqués. Il veut quelque chose de plus authentique. Alors il va récupérer ceux que personne ne veut. Des lions de zoo en faillite ou des félins confisqués à des particuliers qui se croyaient dans le livre de la jungle. Le résultat, c'est que ça fait un mélange explosif de prédateurs traumatisés qui sont issus de lignées différentes, sans aucun lien social, parce qu'il n'y a pas que des lions dans ce film. Et d'ailleurs, un lion n'est pas un individu isolé, c'est un animal social qui est régi par une hiérarchie brutale, parfois instable. Alors en mélangeant des groupes de lions qui proviennent d'endroits différents, Marshall, il n'est pas en train de créer un sanctuaire, hein. Il est en train de créer une poudrière vivante. Mais je vous ai pas raconté le pire. Le pire, c'est qu'il ose penser qu'en étant calme et confiant, ça peut être lui le mâle dominant qui va maîtriser tout ce bordel. Oui, bien sûr, toi, un humain de 80 kilos, sans griffes, sans crocs, tu vas expliquer à 100 prédateurs de 250 kilos que c'est toi leur patron. Ok, on va voir ce que ça donne. Et si vous vous dites que tout ça, ça devient un peu débile, attendez la suite. Parce que le projet et le tournage devaient durer que quelques mois. Il va durer 11 ans. Pourquoi ? Parce que les lions, c'est pas des acteurs. Ils répètent pas. Ils ne respectent pas le action. Alors, selon des estimations, il y a parfois que quelques minutes qui sont exploitables par mois de tournage. D'ailleurs, il y a une phrase qui revient tout le temps et qui a été utilisée par Marshall lui-même et les membres de l'équipe. Mais là, tu te demandes qui est-ce qui est assez dingue pour filmer un tel bordel. Et cette personne, c'est Jean Debon. À ce moment-là, ce gars-là, c'est un jeune chef opérateur néerlandais qui a peur de rien. Forcément, quand tu dis à une tête brûlée qu'il va relever un défi technique inédit, filmer des fauves en liberté totale, sans trucage, sans doublure, Debon, il accepte. Et au début, ça se passe bien parce qu'il filme depuis des cages en acier. C'est normal, c'est la règle de base de toute survie. Les images sont trop froides, trop distantes, trop fixes. Il veut plus d'immersion. Alors il dit à Debon de sortir de sa cage. Oh bah oui Jean, sois sympa. Allez, la sécurité c'est que pour les lâches. Et puis allez, regarde, c'est comme des gros chats, ils sont super mignons. Allez, pose la grille et viens avec nous. Ouais, viens servir d'amuse-gueule à Togar. Parce que parmi tous les félins, il y a Togar. Et lui, c'est un lion mâle bien viril. Dans la force de l'âge, avec 300 kilos de muscles et de très mauvaises intentions. Togar, il déteste Marshall. Parce que comme Marshall se prend pour le roi de la savane, pour Togar, c'est un rival sur son territoire. Dans la plupart des interviews, il se raconte qu'à chaque fois que Marshall rentre dans l'enclos, le lion se fige, il le fixe et il attend son heure. Et le drame n'est plus une probabilité, c'est une certitude. Il est 14h30 en Californie et la chaleur est étouffante. Jean Debon est accroupi, sa caméra sur l'épaule. Il est à seulement 3 mètres d'une porte, mais sans protection et sans aucune issue. Et là, c'est l'ironie du sort. Parce que Togar déteste Marshall, ça c'est un fait, mais Marshall il s'agite, il crie, il peut s'enfuir. Debon, lui, il est immobile, il est concentré, il fixe le lion à travers son objectif. Et pour Togar, cet objectif c'est un œil géant, un œil noir, qui le fixe sans jamais cligner des yeux. Dans le code félin, c'est la provocation ultime. Et voilà le résultat. C'est la vraie tête de Jean Debon. Et ils se sont d'ailleurs servis de ça pour refaire la publicité du film en 2015 pour sa sortie en Blu-ray. Faut s'imaginer que quand Togar a sauté sur Debon, le mouvement a été si violent qu'il lui a arraché le cuir chevelu d'un seul coup, comme si on retirait une perruque. Et puis à ce moment-là, c'est le moment organisation de génie parce que l'infirmerie, il y en a pas. Et l'hôpital, si t'as bien suivi cette vidéo, tu sais qu'il est à 45 minutes. 45 minutes dans un désert avec une voiture des années 70. Donc t'imagines la scène, il y a un mec qui est scalpé, qui a probablement son cuir chevelu qui est en train de pendre à côté de son visage, avec forcément quelqu'un tout le trajet qui peut-être essaie de tenir les morceaux en place. Bref, c'est une catastrophe et ça lui a valu 220 points de suture. Et par chance, son crâne est intact. Enfin, l'intérieur de son crâne. Et là, tu te dis qu'à chaque fois, ça devient un peu plus improbable. Eh ben attends, parce que 3 semaines après s'être fait scalper la tête, Jean Debon, il revient sur le plateau. Et il revient pas pour démissionner, il revient pour finir le film. En fait, ça me fait rire parce que ça, c'est la réalité de Roar. C'est une folie contagieuse où même après avoir frôlé la mort, on y retourne parce que Marshall a réussi à convaincre tout le monde que ce massacre est quelque chose de révolutionnaire. Et sincèrement, je pense que c'est le cas d'une certaine façon. Et puis pris dans l'euphorie du truc, ça peut peut-être se comprendre. Bon, tu te dis qu'on arrive au climax de la folie ? Et non, on est loin d'arriver au bout parce que Marshall franchit la ligne rouge. La ligne où la passion dévorante et absurde laisse la place au danger délibéré. Parce qu'à la rigueur que Marshall risque sa peau pour sa vision, ça peut s'entendre, mais qu'il engage toute sa famille dans ce délire, ça c'est plus discutable. Au casting, ses fils, John et Jerry, à ne pas confondre avec Tom et Jerry, et sa belle-fille, la fameuse Melanie Griffith. Et là, on est sur un concept parental qui est assez novateur, la survie. Et finalement, quand on voit dans la manière le monde tourne, il était peut-être précurseur, Marshall.
No! Cette scène est hyper dérangeante pour plein de raisons. Et il y a peut-être un truc que tu sais pas, c'est que une langue de lion, c'est recouvert de plein de papilles filiformes. C'est des petits crochets pointés vers l'arrière qui sont conçus pour racler la viande sur les os dans la vie sauvage. C'est un peu l'équivalent organique d'une ponceuse à ruban grain 80 si tu bricoles un peu. Donc tu te doutes bien qu'à chaque coup de langue, l'épiderme d'un visage s'affine, s'arrache jusqu'au sang. Et le sang pour un lion, c'est le signal que le jeu est terminé. Donc le lion referme sa mâchoire, et c'est pas une mise à mort, c'est une morsure d'excitation. Mais une excitation à 450 kg de pression. Le résultat, 50 points de suture. Une reconstruction faciale, et Mélanie à 19 ans est marquée à vie. Et pour John, le fils aîné, l'horreur à la caméra est pas visuelle, elle est sonore. Il faut savoir que les canines d'un lion font en moyenne 8 cm, le crâne humain, lui, fait 6 mm d'épaisseur. Et par miracle, le lion finit pas le travail et John s'en sort avec un traumatisme crânien. Et ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de l'actrice parce que elle est en train de voir son mari sombrer dans la démence, ses enfants qui se font défoncer, mais elle-même, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et Tippi Hedren a fait le combo gagnant. Elle s'est fait briser la jambe par l'éléphant et ouvrir le crâne par une lionne, pendant qu'elle était déjà en béquille. Si après tout ça vous lancez le film aujourd'hui, ne regardez pas l'action. Essayez de jeter un œil sur les yeux de l'actrice. D'ailleurs, on n'est pas du tout sur de l'acting. Ça, c'est le regard d'une femme qui est en état de choc post-traumatique. Elle est là physiquement, mais son esprit a déjà quitté le ranch. En septembre 1976, en plein tournage, il y a un incendie de forêt massif qui se déclare dans le canyon. En quelques heures, les collines qui entourent le royaume de Shambhala, c'est plus qu'un mur de feu. Et il faut évacuer tout le monde. Alors comment on évacue sans fauve, comme on évacuerait des chiens par exemple ? Il faut des cages, des camions et surtout du temps. Et c'est ce qu'ils commencent à faire et miraculeusement, aucun animal ne meurt dans l'incendie. Par contre, le décor, lui, il est ravagé. Le tournage s'arrête pendant des mois, et normalement, avec ce qui s'est déjà passé, quand la nature essaie de transformer ton lieu de travail en un barbecue géant, c'est peut-être un indice, mais pas pour Marshall. Et comme si le feu n'avait pas suffi, 2 ans après, en 78, la Californie du Sud subit ses plus violentes précipitations depuis 40 ans. Le sol est saturé et il absorbe plus d'eau. Et à 2 km en amont de Shambhala, il y a un énorme barrage. Ouais, tu te doutes de ce qui s'est passé. Allô, ici Noël Marshall. Vous avez vu l'heure ? Monsieur Marshall, vous devez évacuer le plus vite possible. Le barrage vient de céder, vous avez à peine 10 minutes avant que la vague arrive sur vous. Fuyez, bon sang. Si tu penses qu'il va réveiller sa famille pour fuir, eh ben tu te trompes parce qu'il va les réveiller pour lutter contre ce fléau. Et comme prédit, en quelques minutes, le décor est rayé de la carte et le pire va arriver. Les grilles sont ouvertes. On a 100 lions, tigres et félins en tout genre qui se trouvent soudainement libérés dans la nature sauvage de la Californie, en pleine nuit, sous un déluge apocalyptique. Et comme si déjà ce genre de catastrophe naturelle n'allait pas suffire, les flics ont une autre mission, celle de protéger la population de ces félins en liberté. Une seule consigne, tirer à vue. Et la réalité, elle est implacable. Robbie, un mâle dominant, leader du groupe, que tu retrouves dans le film, est abattu d'une balle en plein cœur. Marshall le pleure, comme s'il avait perdu son propre fils. Quand l'eau finit par se retirer quelques jours après, le bilan, il est catastrophique. Il y a 3 mètres de boue qui recouvrent le plateau, il y a le matériel de tournage qui est enterré sous des tonnes de sédiments, il y a des rushs de 2 ans de travail qui sont perdus, détruits par l'eau, et le coût des dégâts va s'élever à 4 millions de dollars. Marshall est ruiné, sa maison est hypothéquée au-delà du raisonnable, et ses enfants, qui étaient déjà bien maltraités, sont complètement traumatisés. Et pourtant, vous commencez à vous en douter, Noël Marshall, il décide de continuer, de repartir à zéro, là où tout s'était arrêté. Le projet a duré beaucoup plus de temps que prévu, avec un budget monstrueux, et le résultat, c'est un désastre, parce qu'aucun distributeur américain ne veut du film. Le public est hyper mal à l'aise avec la proposition de Marshall, et sincèrement, je le comprends. Mais il sort avec une indifférence telle que je crois qu'il a dû rapporter à peu près 2 millions de dollars. 1 an après la sortie du film, Tippi Hedren demande le divorce. Les fils de Marshall lui pardonneront presque plus, et Mélanie mettra des années à panser ses cicatrices physiques et mentales. Pourtant, au milieu de ce bordel, on pourrait se dire qu'il y a un paradoxe qui subsiste. Parce que Tippi Hedren, qui est l'actrice, elle est âgée aujourd'hui de 95 ans.
et elle vit toujours à Shambhala. Elle a consacré sa vie à faire passer un maximum de lois sous le projet de loi qui s'appelle The Big Cat Public Safety Act pour finalement interdire ce que son mari a fait. Et Shambhala, c'est plus un plateau de tournage, c'est un sanctuaire encadré par des professionnels. Finalement, elle a passé la seconde moitié de sa vie à militer contre ce qu'elle a elle-même pratiqué, c'est-à-dire la possession d'animaux sauvages. C'est une manière de racheter ses fautes et d'inverser les rôles en devenant l'ange gardien de ceux qu'on failli la tuer. Noël Marshall est mort en 2010 d'un cancer du pancréas. Ça, c'est ce que disent les rapports officiels. Mais ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en se faisant mordre par des lions, on peut potentiellement attraper la gangrène. Et plusieurs membres de l'équipe ont attrapé cette gangrène, notamment Noël Marshall. Alors on raconte qu'il s'est jamais vraiment remis d'une morsure qui aurait gangréné en 1979. Lui, par contre, il a été raccord jusqu'au bout, parce qu'il a exprimé aucun regret. Et moi, je me pose des questions, parce que ce film semble maudit, c'est une sorte de monument de l'obstination humaine, mais au fond, qu'est-ce que Noël Marshall défendait exactement ? La cause animale, c'est ce qu'il revendique ? Ou plutôt le mythe d'un homme qui refusait d'admettre qu'il s'était trompé ? Et si on regarde le livre une dernière fois ? 11 ans de vie sacrifiée, 17 millions de dollars évaporés, 70 blessures graves recensées, une famille brisée et des carrières piétinées. Pourquoi exactement ? Pour quel résultat ? Un film que personne ou presque n'a vu à sa sortie ? Un film qui a sauvé aucun lion ? Alors Noël Marshall, lui, il est mort en pensant avoir raison. Mais le silence de ses enfants et les cicatrices sur le visage de Mélanie racontent une toute autre histoire. L'histoire d'un homme qui aimait tellement les lions qu'il a fini par oublier d'être lui-même un homme. It takes a lot to see the forest for the trees. You make me feel so alive, and I thank you, love, for showing why there's more to life than meets the eye.